Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le MOOC Mon métier de la santé. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Sloma, Madame Henry, Monsieur Sussani et Madame Constance Super qui nous rejoindra durant le webinaire. Et je vais tout de suite passer, pour ne pas perdre de temps, la parole à Madame Marion Henry qui va vous présenter tout le monde et vous expliquer le propos. Merci Christian, bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire du MOOC Mon métier de la santé. Donc le sujet de ce webinaire aujourd'hui, c'est l'orientation dans les filières qui vont vous permettre d'accéder aux études qu'on appelle MMOP, donc médecine maïeutique, odontologie et pharmacie. Donc nous accueillons aujourd'hui un enseignant-chercheur qui est PUPH à l'Université Paris-Est-Créteil, Yvan Sloma, qui vous présentera un petit peu ces filières. Et nous accueillons également deux étudiants tuteurs, Félix Sussani et Constance Super, donc qui va bientôt nous rejoindre, qui pourront vous parler donc, du tutorat, qui est un dispositif un peu spécifique d'aide aux étudiants, et qui est donc réalisé par des étudiants des années supérieures. Donc, ils vous présenteront tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons après les présentations de nos intervenants en faisant une petite synthèse. Si jamais certaines questions ne peuvent pas être traitées au cours du webinaire, vous aurez la possibilité de retrouver les réponses aux questions dans le forum du MOOC. Nous les mettrons en ligne dans quelques jours. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Et Yvan, je te laisse la parole. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à ce webinaire et merci donc à FunMOOC de m'avoir invité à présenter un petit peu les différentes voies d'accès aux filières médicales. Donc, je vais un petit peu commencer par vous rappeler les différentes filières médicales, enfin les différentes voies d'accès consécutives à la réforme. Un instant, s'il vous plaît. Excuse-moi, je suis en plein webinaire. Excusez-moi. Donc, je vais vous présenter les différentes voies d'accès aux filières médicales suite à la réforme d'entrée dans les études de santé qui a pris effet en 2020. Et donc, on est maintenant à la 4e année de mise en place de cette réforme. Alors, la première voie d'accès, la voie principale, c'est la voie PASS pour parcours accès spécifique santé. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qui existait avant, c'est-à-dire la PACES. C'est une voie qui est en général coordonnée par les facultés de santé. Et donc, il y a dans cette voie-là une majeure santé. Et ensuite, il y a également une option disciplinaire qui va permettre à l'issue de cette année d'accès santé de pouvoir se réorienter si jamais un étudiant n'intègre pas les filières maïeutique, odontologie, pharmacie ou médecine, de pouvoir s'orienter vers une deuxième année de licence accès santé. La licence accès santé, c'est la deuxième grande voie d'accès à ces filières médicales dans le cadre de cette réforme, où là, ce sont des licences disciplinaires le plus souvent, donc non santé. Ça peut être une licence de sciences dans une fac des sciences, une licence de physique-chimie, par exemple. Ça peut être une licence avec des disciplines plus littéraires, de sciences politiques, de droit, etc. Donc ça dépend des universités. Chaque université va ouvrir des LAS dans différentes composantes. Et donc, les étudiants après le bac peuvent intégrer une licence accès santé en première année, candidater aux filières médicales. Et puis, si l'étudiant n'intègre pas ces filières médicales à l'issue de la première année, il poursuit son parcours de licence. Et de la même façon qu'il y a une mineure disciplinaire ici pour les étudiants en PASS, il y a une mineure santé ou option santé qui est nécessaire pour intégrer ces filières médicales et qui est proposée aux étudiants qui intègrent en licence accès santé 1. Donc en fait, les étudiants qui viennent de PASS et qui n'intègrent pas les filières médicales et qui rentrent en LAS 2, en fait, n'ont pas à suivre cette option santé puisqu'ils ont déjà suivi les enseignements de PASS. En revanche, les étudiants qui sont en LAS ont la possibilité de passer cette option santé en première, deuxième ou troisième année
d'études de santé. Et après, les modalités sont variables d'une université à l'autre. Il y a une troisième voie d'accès qui est prévue par cette réforme réglementaire et qui est en train d'être mise en place par les différentes universités. C'est un accès possible par les filières paramédicales, en particulier les instituts de soins infirmiers. Et c'est normalement quelque chose qui est en cours de mise en place. Alors, l'objectif de ce changement en fait, de voie d'accès, c'était d'une part de diversifier le profil des étudiants accès aux filières médicales. C'est pour ça que les LAS ont été créés. C'est pour essayer d'adapter le profil des personnels de santé aux enjeux du 21e siècle et de pas nécessairement avoir qu'une seule voie d'accès formatée comme c'était le cas par le passé. Le deuxième enjeu de la réforme, c'était de réduire, et ça c'était assez important, le nombre d'années perdues par les étudiants, puisqu'il y avait à peu près en moyenne seulement 30% des étudiants qui intégraient les filières médicales sans redoublement, et donc 70% qui redoublaient leur première année d'accès santé pour pouvoir intégrer ces filières médicales. Donc là, le dispositif empêche le redoublement, je vais vous en reparler juste après. Et il est vraiment axé sur l'objectif de faire progresser les étudiants vers une deuxième année universitaire et de ne pas les faire redoubler dans cette première année. Et enfin, le gros changement, c'est que il y a eu disparition du numerus clausus, qui était un nombre maximal d'étudiants qui pouvaient intégrer les filières médicales, par un numerus apertus, qui est un chiffre ouvert. C'est-à-dire que ce chiffre n'est plus fixé au niveau central, mais coordonné à la fois par les agences régionales de santé et les universités en fonction de la capacité d'accueil et des besoins des territoires. Donc cela ne veut pas dire que ce n'est plus c'est plus sélectif, il y a quand même un nombre de places limité, mais il peut varier en fonction des besoins, et ce n'est pas un nombre maximal qui est déterminé, mais c'est pour ça qu'on appelle ça un numerus apertus, ou un chiffre ouvert. Alors, la question que vous pouvez être amené à vous poser là, si vous êtes sur le point de vous inscrire dans Parcoursup, c'est est-ce qu'il faut s'inscrire dans une PASS ou dans une LAS? Alors, je vais vous présenter quelques points importants qui diffèrent entre ces deux voies d'accès. Donc, quand vous vous inscrivez en première année, donc la PASS, ça veut dire donc parcours spécifique d'accès santé. La LAS, c'est une licence accès santé. Et donc, c'est ce que je vous ai dit, c'est organisé avec une majeure et une mineure. Quand vous êtes en PASS, la majeure constitue les enseignements en santé, et la mineure, ça va être une option disciplinaire qui va vous permettre de vous réorienter en deuxième année si vous n'accédez pas directement dans les filières médicales. Et à l'inverse, lorsque vous inscrivez dans une licence accès santé, vous allez avoir une majeure disciplinaire qui pourrait être malgré tout scientifique si vous êtes en fac de sciences, ça pourrait être ou de droit, de sciences politiques, etc. Et vous aurez cette option santé qui sera un prérequis pour pouvoir intégrer les filières médicales. Alors, que se passe-t-il à l'issue de cette première année? Si jamais vous ne validez, si l'étudiant ne valide pas son année, c'est-à-dire qu'il a une note moyenne finale inférieure à 10 sur 20, il faut savoir que les dispositifs de PASS ou de LAS, de licence accès santé première année, n'autorisent pas le redoublement. Alors, en PASS, ça nécessitera une réorientation vers, par exemple, une licence hors santé. Et comme la réforme prévoit que vous avez la possibilité d'exercer une deuxième chance pour intégrer les filières médicales, vous pourrez ensuite, dans la progression de votre licence, réintégrer un dispositif de licence accès santé. Mais vous ne pourrez pas faire une candidature à MMOP l'année de votre redoublement. Vous ne pouvez pas redoubler en première année dans un dispositif santé, que ce soit en PASS ou en LAS. Et donc, si par contre, vous validez votre année, ensuite, vous allez vous allez candidater donc, aux filières médicales, parce que c'est un prérequis pour pouvoir accéder aux filières médicales, c'est de valider son année. Et ensuite, soit vous intégrez un diplôme de formation générale en sciences médicales, maïeutique, odonto, pharmacie, c'est ce qu'on appelle les DFG, donc la deuxième année d'études médicales. Et si jamais votre classement ne vous permet pas d'accéder soit à l'issue du premier groupe d'épreuves, qui est le groupe, c'est des épreuves écrites, soit à l'issue du deuxième groupe d'épreuves, donc c'est des épreuves orales. À ce moment-là, vous pouvez progresser dans votre filière en deuxième année de LAS, lorsque vous venez d'une PASS.
et retenter une deuxième chance en deuxième année de licence Accès Santé ou en troisième année de licence Accès Santé. Ça, c'est au choix des étudiants. Lorsque vous venez d'une licence Accès Santé, si vous validez votre année, soit vous intégrez en fonction de votre rang de classement les filières médicales, soit vous accédez à votre deuxième année de licence Accès Santé et vous pouvez recandidater de la même façon aux filières médicales en deuxième ou en troisième année. Donc, ça montre bien que l'objectif, c'est vraiment de faire progresser les étudiants et de ne pas les faire redoubler, les faire stagner en première année s'ils n'intègrent pas les filières médicales, sachant qu'avant, qu'on ait une note supérieure à 10 sur 20 ou pas, on redoublait en première année de PACES. Donc, c'est un gros changement dans la réforme. Donc, normalement, les accès maintenant sont facilités, les accès en première intention. Et puis, il y a un autre dispositif qui est alternatif à la PASS et qui s'appelle une licence Sciences pour la santé. Donc, moi, à l'UPEC, je suis responsable de la première année d'une licence Sciences pour la santé. Donc, ce sont des licences qui sont dédiées à des disciplines scientifiques et médicales. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce système étant un système de licence, les étudiants peuvent donc avoir dans la licence Sciences pour la santé, excusez-moi, il y a une coquille là, c'est pas là, c'est licence Sciences pour la santé. Il y a certaines universités qui ont mis en place ce dispositif, qui ont gardé la possibilité de faire une majeure santé et d'une option disciplinaire. Et par exemple, nous à l'UPEC, on s'est rendu compte que les étudiants restaient dans la licence Sciences pour la santé. Et donc, on n'a pas de mineurs disciplinaires. Aujourd'hui, à partir de l'année dernière, on a enlevé ces mineurs disciplinaires. Et donc, les étudiants progressent dans la licence Sciences pour la santé. Soit ils intègrent les filières médicales, soit ils passent en deuxième année et en troisième année, mais ils restent dans l'UFR de santé. Donc, c'est une alternative au système de PASS. Une grosse différence, c'est que dans la licence Sciences pour la santé, vous pouvez redoubler en première année, mais vous ne pourrez pas candidater aux filières médicales l'année du redoublement, parce que l'objectif de la réforme, c'était de ne pas mettre en concurrence en première année des néo-bacheliers avec des étudiants qui étaient en redoublement. Donc, vous pouvez redoubler en licence Sciences pour la santé et rester dans le même parcours, mais par contre, il faudra attendre de progresser en deuxième année pour pouvoir candidater à nouveau en accès aux filières médicales. Et de la même façon, une fois que, donc, si jamais vous avez validé votre année de licence Sciences pour la santé, vous pouvez tenter un accès aux filières médicales. Et puis, si jamais vous n'y parvenez pas, vous pouvez passer en deuxième année de licence Sciences pour la santé. L'avantage ici, c'est que vous restez dans la même composante. Vous n'avez pas à vous réorienter dans une composante différente par rapport à la PASS, où il faut aller dans une LAS qui est en dehors en fait, de l'UFR de santé. Au niveau des enseignements qui sont dispensés dans ces différents dispositifs, donc surtout en PASS et donc dans l'option santé, vous avez des matières que vous connaissez lorsque vous êtes lycéen qui sont classiques, donc la chimie, la physique, vous avez de la génétique, de la biologie cellulaire. Et puis, il y a au niveau des mathématiques, ça sera plutôt des biostatistiques qui vous seront enseignées. Vous avez des notions de santé publique. Et en fait, les enseignements peuvent... le programme est commun au niveau national, mais le contenu des enseignements peut varier d'une université à l'autre. Et puis, vous avez... Donc ça, c'est le socle transversal. Et puis, vous avez aussi des notions sur les grands appareils dans cette année de PASS et puis dans l'option santé, qui peuvent comprendre des notions d'anatomie, de physiologie et d'histologie, qui seront des besoins communs, quelle que soit la filière médicale, maïeutique, odonto, médecine ou pharmacie. Au niveau des modalités d'évaluation, donc il y a quand même beaucoup d'universités qui évaluent les étudiants avec des questions sous forme de QCM. Il peut y avoir des épreuves rédactionnelles. Et au niveau des modalités d'enseignement, il y a différents... Ça, il faut que vous vous renseigniez sur les modalités d'enseignement parce que chaque université a ses dispositifs. Il y a certaines universités qui hybrident leurs enseignements, c'est-à-dire qu'ils font à la fois du distanciel et du présentiel. Et puis, il y a des universités qui font essentiellement du présentiel. Voilà, donc je vais arrêter là ma présentation et puis je répondrai aux questions si besoin à la fin de la session. Merci Yvan. Si tu veux, je peux commencer à regarder aussi les questions dans le chat pour y répondre après.
Et on va passer la parole à Félix et Constance qui vont donc nous parler du tutorat. Bonjour, alors le temps que je fasse mon partage d'écran. On se présente, moi c'est Félix en troisième année de médecine et actuellement chef tuteur au tutorat niçois. Donc on est, personnellement, je suis en médecine à Nice. Et du coup, moi, c'est Constance. Je suis en deuxième année de dentaire, odontologie, et je suis tutrice au sein du tutorat niçois. Est-ce que c'est bon, normalement tout le monde voit le partage d'écran? C'est parfait, Félix, merci. Bon, alors on va vous présenter le tutorat niçois. Vous venez pas forcément de Nice, un peu partout en France. Donc on va faire à chaque fois le lien pour ce qui peut se faire en France dans d'autres tutorats. Mais dites-vous que normalement il existe des tutorats partout en France pour toutes les passes et les LAS. Donc le tutorat à Nice, en tout cas, c'est une aide qui est totalement gratuite. Ça dépend aussi du coup des tutorats en France. Il y a des tutorats pour qui il faut un peu payer puisque c'est des associations et donc il faut adhérer au tutorat. À Nice, c'est totalement gratuit et énormément de tutorats en France le sont aussi. À Nice, comme on est une institution, on est reconnu par la faculté de médecine, donc on a tous les avantages de faire partie de la faculté, c'est qu'on est en relation avec les professeurs et c'est une aide nécessaire et suffisante pour la réussite. Là aussi, ça dépend des villes. À Nice, c'est gratuit parce que faisant partie de la faculté, des tutorats associatifs peuvent demander une adhésion, mais c'est souvent pas très cher par rapport aux offres payantes. Et sinon, voilà, il y a différents types de tutorats associatifs, institutionnels. Faut bien faire la différence entre les deux, parce que les deux n'ont pas les mêmes avantages et désavantages. Donc, il y a des chefs tuteurs qui vont se charger donc, de gérer le tutorat. Ils sont 6 cette année. Et donc, c'est eux qui sont chargés de recruter les tuteurs. Eux, ils vont gérer les 6 pôles. Il va y avoir la réorientation, il va y avoir tout ce qui est au niveau du bien-être, la logistique, etc. Donc voilà, et on va passer aux tuteurs, donc, parce que c'est leur rôle juste avant l'année. Ils vont recruter donc 55 tuteurs. Donc moi, je fais partie de ces tuteurs. Donc je suis tutrice d'odontologie. Donc les tuteurs, il y en a 1, 2 ou 3 par matière. Chaque matière est gérée par des tuteurs. Et nous, à quoi on sert en fait? On va tout d'abord faire des QCM pour les premières années de santé, donc pour qu'ils puissent s'entraîner au maximum et de la meilleure des façons pour l'examen. On peut aussi être là pour eux parce qu'il va y avoir un système de parrainage. Donc on va créer des familles au début de l'année pour être par exemple 3-4 tuteurs et on va avoir à peu près 6 premières années pour justement être là pour eux parce qu'au niveau du moral, ça peut être compliqué de temps en temps. Aussi, on va être là pour leur faire des fiches. Donc, chaque cours va être fiché pour qu'ils puissent donc avoir des supports de cours. Et on va faire donc voilà des DM, des examens blancs. Donc tout ça, on va juste vous montrer la diapo, si Félix peut montrer. Voilà, donc en fait, il va y avoir aussi bien des séances d'entraînement. Donc ça va être tous les samedis matins, nous, à Nice. Donc ça peut être différent en fonction des tutorats de France. Donc ça va être en distanciel. Mais on fait aussi 3 fois par semestre des examens blancs. Donc c'est vraiment représentatif. Il y a par exemple les profs qui peuvent relire les QCM qu'on fait. Donc c'est vraiment en condition d'examen. Voilà, il va y avoir à chaque fois des corrections qui vont sortir, les résultats donc avec un classement pour pouvoir vraiment se situer en fonction de ces notes. Toute l'équipe des tuteurs. À Nice, ils sont 55, ils sont recrutés par nous, les chefs tuteurs, et ils sont totalement bénévoles. Faut savoir que dans d'autres tutorats, ils sont beaucoup plus. C'est pas forcément des tuteurs qui resteront là toute l'année, mais ils s'occuperont peut-être de 2-3 mois dans l'année où ils feront des QCM. Alors que chez nous, c'est vraiment, ils nous suivent, enfin en tout cas, ils suivent les premières années, ils les aident durant toute l'année universitaire.
Donc, comme aide qu'on propose au-delà aussi des examens blancs et des séances, alors on appelle ça séances tutorat, d'autres tutorats appellent ça des calls. Donc, c'est les séances d'entraînement avec les QCM, puisque c'est principalement sur des QCM que les premières années sont évaluées et ils sont classés. Donc, nous, on fait aussi une pré-rentrée. Donc ça, on en fait 2, une avant le premier semestre, une avant le second semestre. À Nice, elle est absolument indispensable et elle est très très complète. Donc c'est 2 semaines où les tuteurs, comme ils sont en lien avec les professeurs, vont faire cours sur une grosse partie du programme des semestres en question. Donc pour le premier semestre, ce sera une grosse partie du programme du premier semestre, ce qui permet aux étudiants en première année de directement après le bac pouvoir prendre de l'avance avant directement la rentrée universitaire pour ne pas être perdu le jour où il se retrouvera dans un amphi. Il faut savoir que les pré-rentrées sont organisées par pas mal de tutorats. Nous, à Nice, on en fait une assez complète. Il faut se renseigner auprès du tutorat du coup de l'université. Et normalement, la pré-rentrée est totalement indispensable. Et jamais on regrettera d'aller à la pré-rentrée. Personnellement, je ne serais jamais passé si j'avais pas suivi la pré-rentrée lorsque j'étais en première année. Ça, c'est les soirées Discord. Alors, encore une fois, c'est à Nice que ça se passe, mais c'est pour faire un peu le parallèle avec ce qui pourrait se passer en France. À Nice, c'est pas mal de distanciel au niveau du tutorat pour ne pas empiéter sur des cours de licence ou de santé des premières années et ne pas les obliger à se déplacer. Mais donc, on fournit une aide du coup hebdomadaire. Donc, nous, c'est sur Discord, c'est les soirées pour pas que ça empiète sur des potentiels TD, TP dans leur licence. Ces aides-là, c'est vraiment les tuteurs du coup qui vont passer un peu de temps avec eux, corriger des QCM qu'ils auront fait pour ces soirées Discord. Ils répondront aussi à toutes leurs questions en direct et à toutes leurs interrogations. Et voilà, c'est un bon contact entre les premières années et les tuteurs. Il faut savoir que souvent, dans les tutorats, c'est en présentiel que ça se passe. Toutes les semaines, ils ont ce qu'ils appellent aussi des calls. Donc à ce moment-là, ils ont du coup des petits groupes de première année et ça, ils les aident à ce niveau-là pour se corriger et comprendre leurs erreurs. Alors ça, c'est le parrainage. Donc, comme vous en a parlé un peu Constance, ça existe dans plein de tutorats en France. À Nice, ça se passe de telle manière à ce qu'il y ait un parrain, une marraine, un parrain, une marraine, qui sont en fait des étudiants qui, du coup, ont été en première année et qui ont réussi à intégrer une des filières MMOPK. Et leur rôle à eux, c'est d'aider vraiment un peu plus dans la méthodologie, un peu plus dans l'aspect psychologique, les étudiants en première année. Parce que comme c'est une année vraiment assez compliquée, souvent comme eux-mêmes sont passés par là, c'est les seuls à pouvoir comprendre leurs difficultés et à pouvoir les aider dans n'importe quelle phase un peu plus compliquée de leur année. On organise aussi d'autres choses, des journées PEPS, donc ça c'est des goûters avec un peu d'activités sportives, ça se fait aussi dans plein d'autres tutorats, et aussi d'autres projets parallèles comme des podcasts sur Spotify avec des aides sur comment eux, les tuteurs, s'étaient organisés durant leur année, comment ils ont réussi à bien travailler les matières, à ne pas désespérer, et plein de choses comme ça. Donc là aussi, il existe le forum. Donc là, la diapo est un peu conceptuelle parce que techniquement, on a le nôtre. Je pense que je vais pouvoir le montrer comme le partage d'écran. Hop, si je vais ici. Là, on tombe sur le forum du tutorat niçois. Donc, il faut savoir que chaque tutorat a sa plateforme. Le nôtre et notre forum est un peu vieux, mais il fonctionne quand même. Et c'est ici qu'on va publier toutes les corrections des tutorats, enfin des séances tutorat, des examens blancs, toutes les réponses aux questions. Tous les étudiants peuvent poser ici leurs questions. On met aussi toutes les fiches des tuteurs, tous les DM, donc c'est plein de QCM d'entraînement. Et c'est vraiment sur ce forum que les premières années vont retrouver tous les supports dont ils auront besoin pour réussir leur année et aussi là qu'ils pourront poser toutes leurs questions. On peut aussi trouver une section témoignages, par exemple, pour des lycéens qui sont potentiellement intéressés par les études de santé à Nice. Donc voilà, c'est assez complet. Et il faut se dire que pour chaque tutorat, il existe des forums qui ont à peu près le même fonctionnement, souvent beaucoup plus récent que celui qu'on propose à Nice. Hop. Donc là, je remets la diapo. Donc ça aussi, c'est toutes nos aides qu'on propose. Il y en a plein, juste qu'on n'a pas voulu toutes les détailler. Il faut se dire que les tutorats sont souvent très complets et les tuteurs et même les coordinateurs, parce que techniquement, moi, je suis chef tuteur, mais je suis un coordinateur, en fait, c'est juste comme ça qu'on l'appelle à Nice. Et donc, on est là, on propose beaucoup d'aides sur toute l'année, donc jamais ils se sentiront seuls. C'est des aides qu'on propose toujours à Nice gratuitement.
C'est pas forcément le cas dans tous les tutorats, mais c'est pas très cher quand c'est payant. C'est souvent uniquement l'adhésion. Et donc, ça peut aller des examens blancs, mais aussi aux oraux blancs, si à la fin de l'année, il se retrouve admissible à l'oral, des séances d'anticipation pour des cours un peu compliqués, des séances de révision, donc plein d'aides du genre. Et bien plus encore, voilà, parce que je n'ai pas réussi à rentrer toutes les aides qu'on propose à Nice. Au niveau des réseaux, alors on a en tout cas ça c'est les réseaux à Nice. Donc si, je sais pas, dans la conférence il y a des parents ou étudiants niçois, enfin en tout cas faisant partie de l'académie de Nice, qui sont intéressés par notre fonctionnement à nous, mais ils peuvent nous contacter sur ces différents réseaux-là. Il faut savoir que chaque tutorat en France a son réseau un peu de prédilection. À Nice, c'est le groupe Facebook privé où l'on accepte uniquement les étudiants qui veulent aller du coup dans les études en LAS à Nice. Mais sinon, dans les autres, souvent, c'est sur Instagram que ça se fait. Et c'est là que tous les tutorats communiquent, aussi publient tous les petits changements qu'il y a eu au sein de l'université. Et comme nous, par exemple, on fait partie de la faculté, vraiment, la faculté passe par notre groupe Facebook pour communiquer avec les étudiants, parce qu'il n'y a pas de lien direct entre les étudiants et la faculté. Ça passe forcément par le tutorat. Donc, on va vous présenter les Ronéo. C'est pas le tutorat qui s'en charge, ça va être nous, donc le BDE de médecine. Donc, c'est complètement à part. Donc, cette fois, ça va être payant parce que c'est les cours, en fait, qui vont être complètement rédigés mot pour mot. Donc, c'est le cours du prof. Et du coup, ensuite, les Ronéo vont sortir en papier pour que les étudiants de première année travaillent dessus. Donc, moi, personnellement, j'ai réussi grâce à ça parce que s'il faut aller en cours à chaque fois, tous les jours, c'est quand même une charge de travail énorme. Donc, juste avoir le cours en papier et ne pas se présenter au cours et devoir tout rédiger, c'était vraiment c'est un support incroyable. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a 80% des étudiants qui ont réussi, qui utilisent les Ronéo. Donc voilà, ça c'est un des supports de cours euh, à Nice, comme ça se passe comme ça. Mais du coup, nous, le tutorat, on propose aussi les fiches. Donc, on peut aller en cours ou sinon on réutilise justement les Ronéo. Et en fait, on va faire des fiches, nous, qu'on va poster sur le tutorat, donc elles qui sont gratuites. Donc ça, c'est un autre type de support qu'on peut utiliser en tant que première année de santé pour réviser les cours. Donc voilà, vous avez le petit récap des supports. Donc le cours de professeur qui est bien sûr le support officiel. Et du coup, ce sera le seul support qui sera officiel parce que en soi, les Ronéo, même si c'est le cours mot pour mot du professeur, c'est quand même, c'est pas officiel, quoi. Donc voilà, il y a aussi les fiches des tuteurs, comme je vous ai dit, qui est complètement gratuit et qui est exhaustif. Mais voilà, chacun travaille sur le support qu'il souhaite. Voilà. Au niveau des Ronéo, chez nous, à Nice, c'est pas proposé par le tutorat niçois. Nous, on en fait la publicité, on le propose sur notre forum, les liens d'inscription. Mais il faut savoir que dans d'autres tutorats, les Ronéo sont gérés par les tutorats. Et souvent, c'est quelque chose d'hebdomadaire. Donc, tous les cours qui ont eu lieu durant la semaine, qui sont en présentiel ou en distanciel, sont ronéisés, donc sont vraiment réécrits mot pour mot, et proposés ensuite à l'impression, d'où le fait que ce soit un peu payant. À Nice, on est aux alentours de 200 € à l'année, ce qui est un prix assez honnête pour le nombre de cours imprimés. Et donc, par exemple, à Nice, toutes les semaines, tous les mardis, ils viennent récupérer leur Ronéo, vraiment le support sur lequel ils travailleront toute l'année, avec les cours mot pour mot et quand c'est des schémas, les schémas trait pour trait des professeurs. En plus, du coup, d'avoir des fiches, comme vous avez dit, Constance, du cours expliqué différemment d'étudiant à étudiant. Et donc ça, c'est donc la petite diapo, parce que moi je suis donc en deuxième année d'odontologie ou de dentaire pour être dentiste. Donc voilà, vous avez des petites photos de mon quotidien. Donc si vous avez des questions sur cette filière, n'hésitez pas. Voilà, je vous explique en 2 mots le parcours. Donc bien sûr, j'ai fait moi PASS, donc à Nice. Et ensuite, après avoir réussi, c'est donc 5 autres années pour faire un cursus, on dit un cursus court,
pour devenir chirurgienne dentiste. Et ensuite, je peux donc faire 3 ou 4 années supplémentaires pour faire soit orthodontiste ou chirurgien maxillofacial. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Positif aussi joli comme Constance, mais du coup, je suis en médecine. Et au niveau des études de médecine, je sais que des fois, c'est un peu compliqué à comprendre. On a l'impression que c'est compliqué uniquement pour la première année, parce qu'il y a un concours uniquement en première année, mais en fait, c'est faux. Il y en a un second qui se trouve en 6e année de médecine. Et là, il est entre tous les 6e années de médecine. Et en fonction du classement de ce concours-là, donc du deuxième concours de notre cursus, on a notre spécialité et la ville où on ira faire notre internat, donc où on se spécialisera en tant que médecin. Mais voilà, c'est des études en odontologie et en médecine avec des fois des débouchés totalement méconnus. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose qu'on passe aux questions. Il y en a beaucoup dans le chat. Christian, c'est vous qui les relayez? Absolument. Je vais donc vous relayer les questions et on va commencer. Excusez-moi un petit instant. Alors, la toute première question était de Claire et elle voulait savoir, elle nous demande si la formation de kiné fait encore partie de la PASS. Je peux peut-être répondre à cette question. Je vais répondre à Claire. Donc, j'ai pas présenté la filière kiné, mais évidemment, c'est une voie d'accès. La PASS est une voie d'accès à la kinésithérapie, c'est pas la seule. Parce que, en fait, c'est variable d'une université à l'autre, mais je pense que la majorité des universités aujourd'hui n'interclassent plus en même temps les étudiants pour l'accès MMOP et l'accès kinésithérapie. Ce sont des modalités de sélection des étudiants qui vont être séparées. Mais la PASS est effectivement une voie d'accès vers la kinésithérapie. Certains étudiants aussi en licence sciences pour la santé, les universités qui ont développé une licence sciences pour la santé sont aussi des voies d'accès à la kinésithérapie. Je vais juste me permettre du coup une petite précision. Donc effectivement, vous allez avoir souvent cette réponse-là à vos questions, c'est que chaque université fonctionne de façon différente. Yvan vous a un peu dit, et puis Félix et Constance aussi. Donc on va souvent vous dire qu'il faut vous renseigner dans l'université qui vous intéresse ou dans les universités qui vous intéressent potentiellement. En ce qui concerne les voies d'accès aux études de kiné, je remettrai dans le forum du MOOC, un lien vers une fiche mémo de l'ONICEP. Et ensuite, vous verrez qu'il faut effectivement aller contacter l'école de kiné qui est près de chez vous, dans laquelle vous voulez aller, pour connaître dans cette école de kiné-là quelles sont les voies d'accès. Est-ce qu'on peut passer aux questions suivantes? Alors, après, je crois qu'il y avait... Alors, il faut remonter tout le chat. Alors, en ce qui concerne les reconversions, il y avait une question sur la reconversion. Après, des masters, est-ce que ça rentre dans les mêmes modalités au niveau de la reconversion? Alors, pour les reconversions, en deuxième, après, quand la personne a un niveau deuxième cycle, donc master, la voie d'accès s'appelle la passerelle. Donc, c'est des modalités qui sont très différentes et qui font l'objet d'un examen de dossier qui va être examiné par une commission ad hoc pour autoriser, en fonction du parcours de chaque personne, l'intégration en deuxième ou troisième année d'études médicales. Donc, c'est une voie d'accès différente, sachant qu'une autre précision, c'est que ça concerne les personnes qui sont en master et qui n'ont pas traversé les parcours de cette réforme.
Parce qu'on peut, ça je ne l'ai pas précisé, mais la deuxième chance peut être exercée en premier cycle, mais elle peut être exercée plus tard en deuxième cycle. C'est prévu par les textes réglementaires, c'est-à-dire qu'il est possible d'aller jusqu'en master à l'issue d'une LAS, par exemple, et puis de choisir de candidater après un master, on peut candidater aux filières médicales. Mais il faut avoir intégré une LAS, donc avoir intégré le dispositif au moins à partir de l'année 2020. Alors, il y avait des questions sur la réorientation après les échecs. Alors, je ne sais pas du coup si la question a été posée avant ta présentation, Yvan, ou pas. Quelle réorientation après un échec en 3e année, après validation du premier semestre et quelques unités du 2e? Alors, du coup, je ne sais pas quelle filière ça correspondait exactement. Alors, je vous laisserai peut-être préciser votre question dans le chat. Bien. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, parfait. Je prendrai la prochaine question si vous voulez bien. Donc, en fait, Béatrice demande quelles sont les écoles pour faire kinésithérapeute en Occitanie et quel est le prix? Alors, ça, on ne pourra pas répondre à cette question parce que, donc, comme c'est un webinaire national et que, comme je le disais tout à l'heure, toutes les universités, toutes les écoles fonctionnent différemment. Là, il faut vraiment vous rapprocher de votre de ce qui se passe à côté de chez vous, soit l'école que vous avez repérée, soit les conseillers d'orientation, etc., qui connaissent bien votre territoire. Merci beaucoup. On a une question de Nola qui demande est-ce que Paramed sera ouvert sur Parcoursup en 2025? Je ne sais pas si vous avez l'information. Ça, je sais. Je ne saurais pas répondre à cette question. Par contre, pour ce qui concerne le Paramed, il y avait des questions pour savoir s'il y avait des passerelles entre le paramédical et à l'issue des premières années. Il y a des expérimentations qui sont en train de se mettre en place à l'issue de la première année d'études médicales. Donc, c'est le cas notamment à l'université Paris-Est Créteil. On a mis en place des enseignements paramédicaux qui permettent de donner une équivalence de cette première année de licence Sciences pour la santé à une première année d'IFSI. C'est quelque chose qui est en train de se développer, c'est qu'il faut que vous vous renseigniez dans les journées portes ouvertes des universités qui vous intéressent si c'est en place. Mais ça permet, si vous validez votre année et que vous ne souhaitez pas, finalement plus intégrer une filière médicale, vous réorientez vers une deuxième année de formation en soins infirmiers. Donc il n'y a pas de perte d'année et vous pouvez intégrer ces filières-là avec des prérequis qui sont définis pour chaque université après. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a une question de Anna qui demande si vous allez aborder les écoles d'infirmières. Alors là, ce n'était pas prévu dans ce webinaire d'aborder les écoles d'infirmières, mais Yvan, si tu veux donner cet exemple, parce que ça, dans votre université. Moi, je connais pas, c'est pas ma spécialité, mais bon, c'est des instituts de formation en soins infirmiers, c'est des études qui se déroulent en 3 ans. Et donc, la voie d'accès, c'est de s'inscrire dans ces instituts de formation en soins infirmiers dès la première année. Et ensuite, on progresse en première année, deuxième année, troisième année. C'est des études où il y a énormément de pratiques. Le monde de la formation en soins infirmiers est en train de s'universitariser. C'est quelque chose qui est en cours. Mais donc, c'est pour ça, je pense que la question était de savoir si ça allait être accessible dans Parcoursup. Donc, ça, moi, je ne sais pas répondre à cette question. Après, pour vraiment les modalités d'enseignement, etc., je connais moins bien. Et encore une fois, il y a maintenant la possibilité d'accéder aux soins infirmiers en passant par une première année d'études de santé. Et pas forcément une première année d'IFSI, c'est une autre voie possible. À toi. Merci beaucoup. On a une question de Al-Mustafa qui demande les différentes possibilités de spécialisation pour les médecins généralistes.
Quelles sont les différentes possibilités? Alors là, on ne peut pas pouvoir répondre à ça, c'est vraiment pas l'objet de ce webinaire. Là, je pense qu'il faut vraiment se renseigner auprès du collège des médecins généralistes. Merci beaucoup. Une question de Nathalie qui demande est-ce qu'il y a des écoles d'orthophonistes rattachées aux facs de médecine? Alors ça, je ne sais pas. Nous, on réfléchit à des partenariats, en fait, dans les voies possibles d'accès aux premières années de licence Sciences pour la santé. On a développé des passerelles, en tout cas à l'Université Paris-Est Créteil, avec avec les formations en ergothérapie. Il y a la kinésithérapie pour le paramédical. Il y a les manipulateurs radio. Après, on n'a pas développé cette voie d'accès, mais peut-être qu'il y a certaines universités qui l'ont faite. Mais après, est-ce qu'elles sont rattachées à des universités? Je ne saurais pas répondre. Merci. Alors, on a vu, pardon. Peut-être une question là qui me semblait intéressante, c'était à quel métier hors médecin, à quel métier les études PASLAS peuvent-elles mener hors métier du soin? Donc, je ne sais pas après s'il y a des... Enfin, voilà, que peuvent faire les étudiants qui ne rentreraient pas du coup en MMOP, éventuellement. Et après, voilà. Ça va être très dépendant de... Alors, si l'étudiant est passé par une passe et après c'est orienté dans une licence accès santé, ça va beaucoup dépendre de la licence accès santé qu'il va choisir. Je pense que ça peut être une licence, je sais pas, en sciences politiques, ça peut être une licence de mathématiques. Et après, c'est plus la question de la licence accès santé. Si on ne veut pas faire du soin, on peut se rattacher à la majeure dans laquelle on a travaillé dans le cadre de la licence. Il y a évidemment les métiers de la recherche dans la discipline pour ensuite poursuivre vers un master. Et puis, après, c'est plus une question d'orientation universitaire. À ce moment-là, c'est rattaché à la licence accès santé qui a été choisie par l'étudiant. Et une question un petit peu complémentaire à ça, quels sont les débouchés après une licence LSPS, une licence Sciences pour la santé? Alors, les débouchés, nous, je peux parler de l'expérience de l'Université Paris-Est Créteil. On a développé énormément de passerelles dans les 3 premières années de licence, donc vers les filières. Donc, il y a les filières médicales, il y a les filières paramédicales dont j'ai parlé. Donc, il y a l'ergothérapie, les manipulateurs radio. On est en train aussi de développer des voies pour travailler dans la bioinformatique. Et puis, il y a évidemment les débouchés vers un deuxième cycle scientifique, c'est-à-dire aller vers les voies de master, recherche, enseignement, etc., les voies académiques ou même les recherches après dans l'industrie. Donc, ça dépend en fait il faut se poser la question de savoir si on veut faire des études en 3 ans, en dehors des études médicales, si on veut rester dans un cadre de premier cycle. Et à ce moment-là, les filières paramédicales sont des bonnes options. La principale alternative, c'est d'aller vers un master. On a également développé des passerelles vers des écoles d'ingénieurs. Donc après, ça nécessite quand même d'avoir des niveaux de mathématiques suffisants, de physique et de mathématiques suffisants. Et d'ailleurs, c'est bilatéral, c'est-à-dire qu'il y a des voies d'accès, il y a des conventions qui sont faites entre des écoles d'ingénieurs et les facultés de santé qui permettent à certains étudiants dans ces formations d'ingénieurs d'intégrer les filières médicales et à l'inverse, de pouvoir aller vers ces filières ingénieurs lorsqu'on est en licence Sciences pour la santé et qu'on veut se réorienter vers l'ingénieur. Merci. On a des questions sur les options qu'il faudrait choisir au lycée pour intégrer donc ces filières.
peut-être que à la fois Yvan et puis Félix et Constance, vous pouvez parler à tour de rôle là-dessus. Voilà. Donc c'est On parle bien des options et non des spécialités. Alors, il y a des questions spécialités et options, mais quel choix faire au lycée? Alors, ça dépend vraiment, ça, des universités, ce qu'elles demandent sur Parcoursup, ce qu'elles vont privilégier comme profil par rapport à un autre. À Nice, je donne l'exemple de Nice, l'université nous a dit, enfin, la faculté de médecine nous a dit qu'elle ne ferait pas de différence, par exemple, entre maths, physique et SVT en terminale. Donc, on peut abandonner une des trois spécialités, si on avait les trois en première, sans aucun problème. Donc finalement abandonner la spécialité où l'on a le plus de mal. Mais d'autres universités, par exemple, demandent de garder forcément maths. Donc là, il faudra forcément garder maths en terminale ou garder forcément SVT. Donc, il faut bien se renseigner auprès de l'université si elle communique dessus à ce niveau-là. Sinon, pour ce qui est des options, comme option, par exemple, si on a enlevé maths, je conseille l'option maths complémentaire. Si on a gardé maths, je pourrais conseiller l'option maths experte si on sait que l'enfant, le lycéen, va s'en sortir dans cette option. Le but d'une option, c'est quand même de dorer un peu le dossier, d'améliorer le dossier sur Parcoursup et de le rendre plus attrayant par rapport à un autre. Mais il ne faut pas que l'option plombe le lycéen. Donc, juste pour compléter la réponse de Félix, donc c'est effectivement les trois filières scientifiques sont les trois disciplines scientifiques, maths, physique, SVT sont importantes. Après, il ne faut pas perdre à l'esprit les voies des licences accès santé, parce que dans les licences disciplinaires, les modalités de sélection des étudiants dans Parcoursup sont très différentes. Parce que si on fait par exemple une première année de Sciences Po ou première année de droit, ils seront moins regardants sur les maths, physique, SVT. Par contre, quand on fait une passe, clairement, je pense que ce sont les trois matières à privilégier. Et effectivement, en fonction des universités, Félix a tout à fait raison. Il y en a qui ne font pas de différence entre les trois, il y en a d'autres qui vont. Donc ça, il faut encore une fois profiter des journées portes ouvertes pour aller poser ce type de questions aux universités qui vous intéressent. Il y avait une question qui était, est-ce que la Ronéo existe dans toutes les facs? Donc là, c'est plutôt une question pour les tuteurs, peut-être. Alors, est-ce que la Ronéo existe dans toutes les facs? Je ne m'avancerai pas, parce que je ne sais pas comment marchent toutes les facultés, mais souvent, en plus, c'est une aide proposée par les étudiants directement. Donc, ça dépend si les associations, parce que souvent, c'est des associations du type, nous, le bureau des étudiants, ou alors directement le tutorat quand il est relié au bureau des étudiants, de savoir s'ils se sont organisés de telle manière à ronéiser tous les cours de l'année. J'ai vu, quand j'étais à un congrès avec d'autres tutorats, que ça se faisait très très souvent. Donc, il faut vraiment bien se renseigner auprès du tutorat, sachant que les tutorats sont vraiment là pour ça. Ils répondent vraiment à toutes les questions des parents, des lycéens. Donc, si par exemple, je donne un exemple, vous venez de Montpellier et vous savez que vous allez ensuite aller à Montpellier pour faire votre première étude des années la LAS ou la PASS, alors à ce moment-là, il faut il faut pas hésiter à contacter le tutorat en question pour essayer de connaître un peu les différentes aides que le tutorat propose. Peut-être pour compléter juste le point de vue des enseignants, renseignez-vous aussi sur les modalités d'enseignement dans les différentes facultés. Il y a des facultés qui brident leurs enseignements et donc parfois elles vont mettre à disposition dans un environnement numérique de travail un référentiel de cours déjà rédigé sous forme de polycopié avec des questions d'auto-évaluation, etc., qui sont assez complets. Et qui, comme le disait Félix, sont opposables. C'est les seuls documents qui sont opposables. Si jamais on pose une question en examen, c'est le référentiel. Donc parfois, il y a des cours qui sont très bien rédigés, puis il y a d'autres universités qui ne proposent pas ce type de support et où effectivement la Ronéo peut être un apport très important pour les étudiants. Merci beaucoup. Alors, le webinaire va se terminer. Merci à tous les intervenants pour vos présentations et merci à toutes et à tous de vous être connectés. Pour aller plus loin et poser vos questions, on vous invite à ouvrir un compte sur la plateforme Fun et à vous inscrire au MOOC MMS, mon métier de la santé.
qu'on va vous envoyer dans le chat. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Marion, vous pouvez dire un petit mot. Oui, ok. Donc vous avez posé beaucoup de questions. Merci pour votre participation. On va reprendre les questions et on essaiera au maximum d'y répondre dans le forum du MOOC. On pourra peut-être pas répondre à toutes parce qu'il y en a qui sont très précises et très personnelles, mais on fera de notre mieux. Donc, je vous invite à consulter le forum dans les jours et semaines qui viennent. Un grand merci aux intervenants qui ont accepté de participer à ce webinaire, donc Yvan, Félix et Constance. Je pense que il y a eu des commentaires très positifs dans le chat sur vos interventions. Donc, merci encore pour votre participation.